m'appelle David Pilato et je suis historiquement développeur dans l'équipe Elasticsearch. J'ai découvert Elasticsearch en fait en 2011. Je travaillais à ce moment-là pour la douane française et c'est le moment où on a mis en place le NoSQL et Elasticsearch en particulier. J'ai commencé à contribuer à des projets open source autour d'Elasticsearch qu'on appelait à l'époque les Rivers pour ceux qui ont connu les vieilles versions d'Elasticsearch. Et puis en 2013, j'ai rejoint la société où j'ai fait du code, notamment j'ai travaillé sur les plugins open source d'Elasticsearch. Et puis en 2017, je suis passé sur une activité beaucoup plus évangéliste, donc moins de code, et sauf l'été, où de temps en temps je ne voyage pas et donc je peux coder. Alors la session d'aujourd'hui, on va parler de ce qu'on peut faire avec Elasticsearch, on va parler d'une notion de sizing, enfin, comment on peut essayer de tirer le meilleur possible de la solution. Je ne suis pas un expert du tout en sécurité. Donc si jamais vous attendez à un talk sur la sécurité, comment je fais de la sécurité autour d'Elasticsearch, ça ne sera pas cette session-là. Okay, c'est la session et à propos de comment une fois qu'on a collecté de la donnée, qui peut servir dans le cadre de la sécurité, certes, comment on fait pour s'assurer que le cluster tient toujours la charge, etc. Donc c'est vraiment une session au niveau du sizing. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la suite Elastic? Qui pense que c'est un moteur de recherche? Ouais. 1, 2, 3. Ok. Les autres sont timides ou ne veulent pas dire. Ok. Ça doit être parce qu'on est dans le contexte sécurité, vous ne voulez pas parler, c'est ça? Qui pense que c'est une plateforme pour faire du logging, par exemple, gérer des logs et tout ça? Ouais, quelques personnes aussi. Une plateforme pour faire du security analytics, justement. Ah, pas beaucoup, personne? Personne, très bien. Une plateforme pour faire de la BI, Business Intelligence. Non, personne. Ok. En fait, c'est tout ça à la fois. Ce qu'on peut faire avec Elasticsearch et avec la suite Elastic et notamment Elasticsearch, c'est notamment de la recherche. C'est basé sur un moteur de recherche dont je vais parler tout à l'heure, donc Elasticsearch, qui permet d'indexer n'importe quoi et donc de chercher n'importe quoi. Donc vous avez plein de use cases. Oh, c'est pas évident à lire, mais vous pouvez chercher la vie dans l'univers. Par exemple, la NASA utilise Elasticsearch pour indexer de la donnée qui vient des petits robots qui sont sur Mars, vos amis, des restaurants, enfin que sais-je encore. C'est le use case de la recherche. On a fait l'acquisition d'une boîte qui s'appelle SwiftType récemment et qui permet d'avoir du Search as a Service disponible. C'est une sorte d'équivalent, si vous connaissez Google Site Search ou Google Search Appliance. On n'avait pas de solution jusqu'à présent packagée pour ça. Ça, c'est l'idée, ça va permettre de faire ça. Avec Elasticsearch, on peut gérer des loggings. Pour ceux qui l'ont vu tout à l'heure, qui ont levé la main tout à l'heure, vous voyez, on gère des logs, n'importe quel type de log. Il y a Cisco, par exemple, qui indexe des logs de leur routeur dans de l'Elasticsearch. Des logs techniques, des logs applicatifs, que sais-je. Des métriques. On peut gérer, donc faire des security analytics. On a un partenariat avec la boîte qui s'appelle ArcSight et maintenant il y a une connexion qui permet de récupérer le contenu d'ArcSight et le déverser dans l'Elasticsearch. Pour ceux qui connaissent ArcSight, c'est pas mon cas. Qui connaît ce gars-là? On voit pas très bien. Donc c'est Mister Robot, la série qui a été diffusée il n'y a pas longtemps. L'épisode a été diffusé il n'y a pas longtemps où on le voit en train de jouer avec un dashboard Kibana, donc de la suite Elastic. C'était très sympa qu'il fasse ça. Avec la suite, on fait de l'application performance monitoring aussi avec une boîte qu'on a rachetée qui s'appelle OpBit, comment on peut l'appeler, et qui fait des agents qui tournent dans à côté de vos applications et qui permettent de récupérer des données et de visualiser dans Kibana ce qui se passe au niveau de votre applicatif et pourquoi c'est lent à tel endroit, etc. Qui a fait le commit, qui a fait que c'est lent, enfin, ce genre de choses. Donc on a des agents pour l'instant pour Python et Node.js et on aura bientôt d'autres agents. Alors je vais vous parler de la plateforme Elastic, en gros, ce qu'on peut faire et comment on gère de la data en fait, sur la plateforme Elastic. Donc la première phase, c'est la phase de collecte. Donc imaginons que vous vouliez collecter de la donnée, ce sont soit des fichiers de log, ça se voit pas trop bien dans le laser, soit de la donnée qui passe sur la carte réseau, des métriques, n'importe quoi. Pour collecter cette donnée, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle les bits. Ce sont des composants qui sont écrits en Go et qui permettent de faire cette collecte. Donc on a FileBit par exemple, pour faire du streaming de vos fichiers de log
vers une destination qu'on va voir juste après. Vous avez Packetbit qui se met à l'écoute de la carte réseau. Il fait une sorte de Wireshark sur la carte réseau. Il va décortiquer tous les protocoles qu'il connaît. Donc, par exemple, du HTTP, du DNS, je sais pas, du ping, que vous avez, du MySQL, que sais-je. Et tout ce qu'il va voir passer, il va l'indexer dans un cluster Elasticsearch. Donc, ça va vous permettre, par exemple, de savoir, juste en mettant ce petit espion, on va dire, sur votre carte réseau, de savoir quel est le top 10 des requêtes les plus lentes sur votre base Postgre, par exemple, sans avoir à changer l'application. Les métriques, ça va collecter des métriques applicatifs ou des métriques de la plateforme elle-même, les métriques système, ce genre de choses. Et tout ça, en fait, ça va être envoyé naturellement vers Elasticsearch. Donc Elasticsearch est vraiment le cœur de la stack. Qui ne connaît pas du tout Elasticsearch ici? Ah, pas mal. Ah ouais. Ah ouais, donc comme quoi, mon boulot d'évangélisation, il n'est pas fini, quoi. Très bien. Ça va me permettre de revenir vous voir souvent. Alors Elasticsearch, c'est un moteur de recherche à la base. On y envoie des documents JSON via une interface HTTP REST. Les documents y sont indexés et ça permet ensuite d'exécuter des requêtes en temps réel sur la donnée qui arrive de façon efficace. Ça peut scaler, on va en parler tout à l'heure justement de cette partie-là. On peut faire des analytics donc, en temps réel, donc je sais pas, calculer des moyennes par exemple sur un champ numérique, sur les résultats, etc. etc. Ça répond super vite, c'est vraiment fait pour ça. Les réponses, c'est de l'ordre de, je sais pas, des dizaines de millisecondes, des centaines de millisecondes. Alors ça dépend de la taille de vos documents, mais vraiment les ordres de réponse auxquels il faut vous attendre, c'est ce genre de choses-là. Alors, il y a juste un problème, c'est qu'on envoie des documents JSON, la donnée est stockée en tant que JSON, et donc c'est pas super sexy. Et de temps en temps, on a besoin de visualisation. Donc pour ça, on a rajouté une interface graphique qui s'appelle Kibana, qui se connecte sur Elasticsearch et qui permet de visualiser ce que vous avez dans votre cluster Elasticsearch, d'exécuter les requêtes dont je viens de parler, de faire des agrégations, etc. Plein de choses comme ça. Alors, OK pour cette partie. Si vous utilisez Filebit pour les logs, il y a fort à parier que vos logs qui sortent de votre application ou de votre système que vous voulez monitorer, ils ne sont pas du tout structurés en documents JSON. C'est peut-être du texte brut. C'est souvent ce qui arrive. Donc ce que vous devez faire à un moment, c'est parce qu'Elasticsearch ne parle que JSON, il faut lui envoyer du JSON. Vous avez sans doute besoin d'extraire des données comme ça sous forme texte. Vous avez besoin de structurer la donnée en fait, de dire ah ça c'est un champ numérique, c'était un response code par exemple de mon protocole HTTP. Ça, c'était l'URL, etc. Donc, vous avez besoin de structurer le message. Et pour faire ça, vous avez besoin d'appliquer des expressions régulières, des choses comme ça, pour extraire de la donnée. Ce n'est pas quelque chose que vous avez envie de faire tourner à cet endroit-là, c'est-à-dire sur les applications, sur les applicatifs qui tournent, c'est-à-dire votre serveur à page, vous n'avez pas envie de le surcharger à appliquer des expressions régulières et faire de l'extraction et compagnie, ou faire de l'enrichissement. Donc, si vous avez ce besoin d'enrichissement, on va vous proposer d'ajouter Logstash. Logstash, c'est notre ETL. Il permet de faire de l'extraction depuis une source. Ici, c'est bits. La transformation à la volée. Ici, ça va être expression régulière. Si vous avez une adresse IP, vous pouvez appliquer un fil qui s'appelle GeoIP-Filter. Il va vous transformer l'adresse IP en coordonnées géographiques latitude-longitude. Et voire vous donner le code pays, etc. de votre utilisateur ou de la personne qui vous attaque. Et puis ensuite, il va envoyer ça vers une destination une fois que c'est fait, donc vers Elasticsearch. Okay, donc c'est un ETL, c'est fait pour ça. Alors, comme c'est un ETL, il sait lire depuis d'autres sources. Vous êtes capable de lire depuis des data stores du style des bases de données relationnelles, que sais-je, depuis des sensors, depuis Twitter, depuis des API web, plein de connecteurs différents. Et pareil, même mécanisme d'enrichissement, etc. Comme c'est un ETL, il sait écrire dans Elasticsearch, mais il sait aussi écrire vers d'autres destinations. Par exemple, des queues de messagerie asynchrone, Kafka, Redis, ce genre de choses. Envoyer vers du stockage distant, envoyer vers un data store comme MongoDB, vers un S3 Amazon, ou ce que vous voulez, votre HDFS, qu'importe. Envoyer vers un système de métrique, faire de la notification, etc. Alors, envoyer notamment vers un système de stockage externe, c'est sympa parce que quand vous collectez des logs, vous avez peut-être une politique qui dit que je dois avoir une rétention de mes logs je dois les archiver pendant 3 ans, par exemple, parce que j'ai une contrainte légale. Mais vous ne cherchez pas dans vos logs de 3 ans tout le temps. Ce n'est pas vrai. Généralement, vous cherchez dans les logs de la semaine. C'est souvent ce qui arrive.
Garder tous les logs dans Elasticsearch, c'est peut-être un petit peu trop coûteux. Ça ne sert peut-être pas à grand-chose. Donc ce que vous pouvez faire avec cette architecture, c'est que vous avez collecté vos logs, ils sont passés dans Logstash, et dans Logstash, vous les envoyez à la fois vers Elasticsearch pour y être indexés, et à la fois vers S3 pour y être archivés. Et régulièrement, on verra ça tout à l'heure, on va en parler, vous purgez ce qu'il y a dans Elasticsearch parce que vous n'avez pas besoin de conserver tout ça en ligne. Ça vous évitera d'avoir à monter trop de nœuds Elasticsearch. De temps en temps, on a aussi des utilisateurs qui mettent entre les bits ou ces éléments-là des systèmes de messagerie asynchrone, comme on a vu tout à l'heure ici. Donc on sait écrire là-dedans, mais on sait aussi lire depuis là, avec Logstash. Donc vous pouvez dire FileBit envoie par exemple vers Kafka, et Kafka va, Logstash va s'abonner à la queue de messagerie Kafka, et régulièrement parcelle son contenu. Pour FileBit, c'est pas super intéressant. Pour MetricBit, ça peut être intéressant parce que si jamais le métrique ne peut pas être délivré pour une raison qu'on ignore à Logstash, à ce moment-là, le métrique est complètement perdu. Pour FileBit, c'est différent. Il y a une sorte de pointeur sur les fichiers de log, donc la donnée n'est jamais perdue. Pour les métriques, ça peut être utile si vraiment vous ne voulez pas perdre de données. Alors, tout ce que je viens de vous présenter là, c'est la solution open source. Okay, donc tout ça, vous l'avez gratuitement, vous disposez de tout ça comme vous voulez. On ne sait même pas exactement qui sont nos utilisateurs, mais il est beaucoup téléchargé. Donc ça, vous utilisez ça comme vous voulez. Nous, commercialement, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une couche qui s'appelle Xpack, qui ce sont un ensemble de plugins, de fonctionnalités, qui s'ajoutent sur la stack existante. Ça veut dire que vous allez rajouter de la fonctionnalité sur votre stack, mais si un jour vous voulez vous désengager de nous, vous désinstallez les plugins et puis c'est tout. Vous n'avez pas besoin de réindexer ou quoi que ce soit. C'est vraiment comme vous voulez. D'ailleurs, vous pouvez le tester gratuitement, ce truc-là, pendant 30 jours. Il y a même une licence gratuite qui vous permet d'accéder à certaines fonctionnalités, pas tout. Donc ça s'installe et ça apporte des fonctionnalités supplémentaires, des fonctionnalités de sécurisation, d'alerting, de reporting, de monitoring de la stack. Donc le monitoring, il est gratuit, par exemple, vous avez une licence basique pour ça. Des API de graph. Alors, API de graph, c'est super sympa. Ça permet de mettre en évidence des documents qui ont été indexés dans Elasticsearch et d'établir des liens entre eux. Mais ce n'est pas des simples liens. Ce sont des liens qui sont basés sur ce qu'on appelle la fréquence. Et ça va permettre de faire quoi? Ça va permettre de mettre en évidence des documents qui sont anormalement reliés entre eux par rapport au reste du dataset. Par exemple, vous enregistrez toutes les transactions bancaires faites sur les cartes bancaires. Et vous savez que vous avez 2-3 cartes bancaires qui ont été hackées. Vous les mettez dans l'outil de graphe, tac, les 3 cartes, et ça va vous dire par quel site marchand c'est passé. Si vous utilisez un outil de graphe classique, ça va vous dire ils sont passés par Amazon, Google Pay, ce genre de choses. Ce qui n'est pas déterminant en soi, c'est pas très intéressant. Avec l'API de graphe qu'on a, nous, en utilisant les fréquences, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire c'est bizarre, en fait, ces 3 cartes bancaires qui ont été hackées sont passées de façon très anormalement élevée, sont connectées à tel site marchand. Donc vraisemblablement, c'est vers ce site marchand qu'il faut aller enquêter, parce qu'on sait que la fraude vient de là, ou le terminal a été hacké à cet endroit-là. Et puis on a une API maintenant qui s'appelle Machine Learning, qui est apparue, qui permet de calculer automatiquement, avec des données temporelles, ça calcule automatiquement un modèle pour vous, et ça va comparer les nouvelles données qui rentrent dans Elasticsearch avec ce modèle précalculé. Et du coup, ça va vous générer des alertes. S'il y a une donnée qui est en dehors du modèle précalculé, c'est une alerte, c'est une anomalie. Ça va faire dans la prochaine version de la prédiction aussi. Ça va vous dire exactement ce qu'il en est. Donc très sympa, vous pouvez tester ça pendant 30 jours si vous voulez. Alors il y a la licence basique qui est gratuite, qui vous débride certaines fonctionnalités comme les 18 niveaux de zoom dans Kibana quand vous affichez une map. Par défaut, en gros, vous êtes au niveau de la ville et là, vous pouvez descendre au niveau de la maison. Le module de ArcSight dont j'ai parlé tout à l'heure avec Logstash, ça c'est dans la licence basique aussi, gratuite. Gratuite, mais il faut donner votre email quand même, il ne faut pas exagérer. Vous êtes le produit. Ce qu'on appelle le Grok Debugger, qui est très pratique pour Logstash, donc qui est disponible à l'intérieur de Kibana. Un assistant de mise à jour, pour ceux qui utilisent la version 5 d'Elastic, vous avez tout un assistant de mise à jour qui va vous permettre de simplifier votre montée de version vers la 6. Et puis le monitoring, qui est aussi compris dans la licence basique et qui inclut maintenant aussi le monitoring des pipelines Logstash. Donc quand vous exécutez quelque chose dans Logstash, j'ai parlé de transformation et tout ça, tout ça vous pouvez le monitorer maintenant
dans Kibana. Ok, ça j'en parle pas. Tout ça, c'est disponible pour votre entreprise dans une offre qui s'appelle Cloud Entreprise, qui vous permet de déployer cette stack facilement. Plutôt que de déployer vous-même manuellement chacun des produits dont j'ai parlé tout à l'heure, ben en gros, vous allez dire, moi j'ai des besoins différents, j'ai une grosse boîte, et ma boîte, elle a des besoins en recherche, elle a des besoins en logging, elle a des besoins en BI, elle a des besoins en data, mais quelle que soit la data, pour différentes équipes, différents projets. Ben, juste en un clic, j'ai envie de provisionner des clusters pour répondre à ces besoins-là. Donc typiquement, c'est ce que va faire Love Cloud Entreprise. Ça contient Xpack dont j'ai parlé tout à l'heure. Et si vous ne voulez pas gérer ça vous-même, ben vous avez la même chose, mais disponible en ligne, dans le cloud, avec soit aujourd'hui sur Amazon ou sur Google Cloud Platform. Vous pouvez choisir votre région, etc. Et puis ben vous avez tout ça aussi disponible et géré par nous. Alors, on a vu à peu près comment était composée la stack. La question principale qui se pose très souvent, c'est comment je fais pour sizer Elasticsearch. Et pour ça, j'ai besoin d'abord d'introduire quelques terminologies pour ceux qui ne connaissent pas encore la stack. Donc j'ai dit qu'on collectait de la donnée, quelle qu'elle soit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer sur une machine physique un nœud. C'est une instance d'Elasticsearch qui va démarrer. Et ce nœud, en fait, va rejoindre ce qu'on appelle un cluster. Donc le nœud appartient à un cluster. Et quand on va indexer des données, on va les indexer dans différents index, parce que chaque index a sa particularité, il a son format, il a que sais-je encore. Donc on va avoir un index pour les données de Twitter, par exemple, et un index pour les logs, pourquoi pas. À l'intérieur de cet index, on va y trouver les documents qu'on a indexés. Alors l'index, c'est une espèce de vue logique regroupée de cet ensemble de documents. C'est une sorte de, on pourrait dire, de table dans une base de données relationnelle. Ça pourrait être ça. Et ce qu'on fait chez Elastic, c'est qu'au niveau de la persistance, on ne va pas stocker ça dans un seul espace. En fait, on va découper chaque index dans ce qu'on appelle des shards. Ce sont des partitions. Et on va voir que les documents sont dans un shard ou dans l'autre. Alors chaque index peut avoir son propre nombre de shards. Par exemple, pour les logs, là j'ai mis 2 shards, le shard 0, le shard 1. Et pour Twitter, j'ai mis 5 shards. Et quand vous allez indexer un document, ben, le document va être soit là, soit là, soit là, soit là, soit là. C'est fait pour vous de façon transparente, hein, vous en souciez pas de ça. Alors chaque shard, chaque petit camembert, là, enfin portion, c'est une instance de Apache Lucene. Apache Lucene, c'est le projet qu'on utilise dans Elasticsearch pour faire la partie moteur de recherche proprement dite. Vous avez d'ailleurs un excellent développeur qui est en Normandie, qui est à Caen, qui est un des committeurs principaux d'Apache Lucene et d'Elasticsearch. Ben voilà, son boulot, c'est de travailler sur cette partie-là. Alors, à quoi ça nous sert de faire cette séparation en shards? C'est que ça va nous permettre de distribuer la donnée sur un cluster de plusieurs nœuds. Donc, si je démarre un autre nœud, ce qui va se passer, c'est qu'Elasticsearch va commencer à déplacer les shards de façon à bien équilibrer la charge sur votre cluster. Donc il va dire, par exemple, tout à l'heure, j'avais mon Twitter qui était sur le nœud A entièrement. J'avais 5 shards Twitter. Là, on voit que j'ai plus que 2 shards Twitter de ce côté-là. Et puis, j'ai 3 shards Twitter qui sont passés de l'autre côté. Donc ça permet de distribuer. C'est pour ça qu'on fait ce sharding. Alors, il y a un problème avec cette façon de faire, hein, c'est que si jamais je perds un serveur, je perds le serveur 1, par exemple, j'ai plus accès qu'à une partie de ma donnée, ce qui peut être embêtant. Donc on a dans Elasticsearch le concept de réplica. Chaque shard peut être répliqué une ou plusieurs fois, ou 0 fois, ça dépend de votre besoin. Et donc, alors il sera évidemment répliqué sur l'autre machine, hein, pas sur la même. Donc le shard primaire 0 ici des logs, par exemple, son réplica, il est là, c'est le shard réplica des logs. Donc on a les mêmes documents. Ici j'avais les documents 1, 3, 6. Ici j'ai aussi les documents 1, 3 et 6 qui sont à cet endroit-là. Okay. Si on rajoute un EC, je n'ai pas de slide pour ça, mais si on rajoute un EC, du coup, il va rééquilibrer tout l'ensemble. Il va redistribuer l'ensemble des shards. Et ça, c'est automatique. Hein. Vous n'avez rien à faire, c'est juste vous démarrez un nœud et c'est bon. Si votre nœud B s'éteint, c'est pas grave, parce qu'on a une copie de toutes les données ailleurs. Ouais.
c'est surtout intéressant, ça va être intéressant quand on va augmenter le nombre de nœuds. Là. Quand on va augmenter le nombre de nœuds, si je passe à 3 nœuds, ça va me permettre d'avoir un nombre de shards limité par nœud. On va aborder tout à l'heure quel est le nombre de shards qu'on doit mettre par nœud, etc. On va voir qu'il y a des limites à tout ça. Okay. Mais quand tu fais une requête, en tout cas, effectivement, la requête, elle est load balancée sur le cluster. Tu peux dire que la charge va être équivalente que ce soit d'un côté ou de l'autre. Dans cet exemple-là, ça ne change pas grand-chose. Au-delà du load balancing, c'est aussi l'intérêt, c'est de dire si je perds un nœud, j'ai quand même accès à ma donnée ici complètement. Donc je peux toujours servir mes utilisateurs, je peux toujours continuer à indexer parce que j'ai tous les shards. Okay. C'est de la tolérance au panne aussi. Alors, avec Elasticsearch, on peut scaler. C'est-à-dire qu'on peut démarrer petit. On peut dire, ah, j'ai un petit projet, je démarre, j'ai juste besoin d'un nœud. Puis après, je rajoute un deuxième nœud pour bénéficier de la réplication. Et puis après, j'ai de plus en plus de données. Ben là, il va falloir que je rajoute de plus en plus de machines derrière. Puis à un moment, j'aurai un projet qu'on appelle Big Data. J'aime pas ça, mais... Donc, vous avez la possibilité d'avoir cette scalabilité horizontale de façon très simple. Dans Elasticsearch, ce qu'il faut considérer, c'est que les shards, c'est vraiment l'unité de travail chez nous. Donc en gros, plus vous allez avoir de données, plus vous allez devoir rajouter des shards dans votre système. Et la question qui se pose souvent, c'est combien de shards? Et la réponse, elle est toujours la même chez nous, ça dépend. On n'a pas la réponse. Donc je vais essayer de vous expliquer comment on peut obtenir ces informations, comment on peut essayer de structurer notre système. Alors on va prendre un exemple, je vais dire que j'ai 1000 événements par seconde que je dois collecter. Je sais que je collecte donc dans une journée 87 millions d'événements. Chaque événement fait 1 kilooctet, donc je dois stocker et indexer 82 gigas par jour. J'ai 3 mois de rétention, donc il me faut 7 Tera, il faut que je sois capable de gérer 7 Tera. La première question qu'on doit se poser, c'est quelle est la taille maximale d'un shard? Qu'est-ce qu'un shard peut contenir? Est-ce que c'est 1 million de documents? Est-ce que c'est 400 millions de documents? Bah, j'en sais rien. Et là, c'est pareil, ça dépend. Ça dépend de vraiment beaucoup de facteurs. Donc de la taille de vos documents, des mappings que vous utilisez, de votre cas d'utilisation, des types de queries que vous allez exécuter, le temps de réponse que vous demande votre client, par exemple. Si vous faites de l'autocomplétion, bah, peut-être que votre client va vous dire « je veux être en dessous de 100 millisecondes bah, ». Ça dépend de ça aussi. De votre budget aussi. On ne peut pas tout faire. Il y a un talk qui est disponible en ligne. Donc pour ceux qui verront les slides, là vous ne pouvez pas voir évidemment le lien. Mais pour ceux qui verront les slides après, il y a ce talk qui est disponible en ligne. C'est une vidéo, c'est en anglais, mais qui explique comment on calcule exactement la taille d'un shard. En fait, il faut tester. Il faut tester avec toutes ces différentes combinaisons là. On regarde et puis au bout d'un moment, on arrive à un chiffre. Alors dans notre cas, on va prendre une hypothèse, c'est qu'un shard, on a vu que ça pouvait gérer 45 gigaoctets de données. Et dans le même test, on a vu qu'on était capable de gérer jusqu'à 10 shards par machine. Au-delà de 10 shards par machine, il y a un des éléments qui est ici qui commence à déconner. Peut-être que c'est le temps de réponse. Voilà, le temps de réponse est plus bon. Ou c'est peut-être tout simplement trop de volume sur le disque. Pourquoi pas. Donc nous, c'est notre cas. 45 gigas par shard jusqu'à 10 shards par machine. Donc combien de shards il nous faut? Bah, c'est super simple. Hein. Je sais que j'ai 7 Tera à gérer. J'ai 45 gigas par shard. Bah, ça me fait 160 shards. Je divise. Hein. Simple. J'ai 10 shards par machine, bah ok, donc il me faut 16 machines. Okay. Donc c'est assez simple. Donc pour gérer mes 3 mois de log, il va me falloir ici 16 machines pour être capable de gérer ça. Alors la question après, c'est ok, donc je sais que j'ai 160 shards, mais combien d'index? Est-ce que je fais qu'un seul index dans lequel je mets 160 shards? Je crée un index avec 160 shards et puis voilà, je fais avec ça. C'est peut-être pas une bonne idée un seul index. Parce que qu'est-ce qui se passe si jamais votre volumétrie augmente? Si jamais un jour vous avez l'événement vendredi Black Friday, là, vendredi noir, ou je sais pas, la période des fêtes de Noël, que sais-je, vous êtes un site marchand, vous savez que vous allez collecter plus de logs. Au lieu d'avoir 82 gigas par jour, vous allez peut-être avoir 160, 240 gigas par jour. Donc du coup, tout notre calcul qu'on a fait précédemment, bah, il tombe à l'eau puisqu'on avait, limité l'espace à 160 shards. Et c'est
dans certains types de use cases, qui sont les time series, c'est assez difficile de prévoir quelle va être la taille du lendemain. Il y a aussi un autre problème, c'est qu'on a dit qu'on veut garder 3 mois en ligne. Donc ça veut dire qu'il faut purger régulièrement. Faire des deletes dans Elasticsearch, faire des deletes d'un sous-ensemble d'un index, c'est quelque chose qui coûte très cher. En fait, en réalité, quand vous faites un delete d'un document qui est indexé dans Elasticsearch, vous ne l'effacez pas vraiment. Vous rajoutez un fichier qui dit « je viens d'effacer quelque chose ». Donc plus vous effacez, plus vous augmentez l'espace disque. À un moment, il y a quelque chose qui se passe en tâche de fond qui va faire du merge de ce qu'on appelle les segments, et ce qui va réécrire à un certain moment tous les segments et va expurger tous les deletes, enfin tous les documents qui ont été marqués étant deletés. Mais cette réécriture des segments, ça va entraîner beaucoup d'IO disques. Donc vraisemblablement, ce n'est pas quelque chose que vous avez envie de faire sur vos machines, parce que l'IO, c'est quand même un peu le nerf de la guerre pour notamment Elasticsearch. Donc faire des deletes partiels, c'est pas une bonne idée, faites pas. Alors comme on est dans le contexte des time series, on peut introduire certaines optimisations. Alors les time series, c'est quoi? C'est en gros, c'est tout ce qui est qu'a une donnée, enfin qu'a un timestamp, une donnée temporelle, et de la data associée. Bon, c'est quasiment tout est comme ça maintenant. Il y a une particularité, c'est que les time series ne changent pas. On ne va pas dans le passé, on ne réécrit pas l'histoire. Une fois qu'un log a été émis, il a été émis, par exemple, et donc on ne réécrit pas cette partie-là. Une des particularités des time-based data aussi, c'est que généralement, on va chercher dans la dernière journée de log ou dans les dernières heures de log. On va rarement chercher sur les 3 mois de log. Quand on va chercher dans les les plus anciens, c'est assez rare. Donc les anciens documents deviennent de moins en moins importants. Et puis, pour refaire l'analogie avec les Black Friday dont on a parlé tout à l'heure, c'est très difficile de prédire quelle va être la taille de la donnée du jour suivant. Enfin, c'est assez difficile. Si vous êtes en train d'écrire, je sais pas, vous êtes une start-up et vous êtes en train de démarrer quelque chose, peut-être que vous allez avoir énormément de succès et puis clac, ça va augmenter d'un seul coup, et ce que je vous souhaite. Du coup, il va falloir être capable de gérer ça. Donc, quand vous avez des time-based data, qui est notre cas, vous pouvez utiliser ce qui s'appelle les time-based indices, donc les index timestampés, avec une date, horodatée. Merci, horodatée. L'idée, ça va être de dire, je vais créer un nouvel index pour chaque période de temps. Alors, une période de temps, ça peut être une journée, une semaine, un mois, une année, ça dépend vraiment du volume que vous allez insérer. Vous pouvez même descendre à l'heure, par exemple. Si vous avez vraiment beaucoup de données par seconde, à ce moment-là, peut-être que vous êtes intéressé à descendre à faire des index par heure. On a quelques utilisateurs qui ont vraiment des cas d'utilisation très extrêmes comme celui-là. Par exemple, il y en a qui indexent jusqu'à 10 millions de documents par seconde dans Elasticsearch. Donc là, il y a intérêt de descendre assez finement. Alors par défaut, quand vous utilisez Logstash et Bits, ils sont configurés pour être en index journalier. Okay. Mais des fois, peut-être que vous avez intérêt, si vous avez moins de données, peut-être qu'il vaut mieux utiliser des index à la semaine ou au mois, ça dépend de ce que vous faites. Quand vous avez des données, donc du coup, ça se traduit comment? Des index journaliers, ça va se passer comme ça. Je vais créer, par exemple, je suis dans mon application ou dans mon outil de log. Je vais écrire vers un index qui s'appelle le log du 6 octobre 2017, par exemple. Le jour d'après, je vais écrire vers le log du 7 octobre 2017, etc. etc. Et Elasticsearch, il a une capacité, c'est à être capable de chercher multi-index. Vous pouvez exécuter une requête sur les 3 index si vous le souhaitez. Alors le problème qu'il y a derrière ça, ici, c'est que quand vous allez vouloir créer l'index de la journée suivante, peut-être que vous voulez définir des choses dans Elasticsearch. Peut-être que vous voulez définir quel est le schéma à appliquer, quel est le nombre de shards à mettre pour cet index, etc. Probablement, vous n'avez pas envie d'être derrière votre ordinateur à 23h59 à créer l'index de façon à être prêt à accueillir les données. Donc pour ça, on a une fonction qui s'appelle les templates dans Elasticsearch qui vous permet de automatiquement créer un index basé sur des settings que vous allez passer dans le template à partir du moment où le template correspond au nom de l'index que vous avez créé. Donc par exemple ici, ce que je dis, c'est que je te définis un template qui s'appelle logs. À chaque fois que tu verras un index qui commence par logs-
bah, tu vas me créer l'index avec ces settings-là. Je vais vouloir avoir 2 shards, un réplica et un refresh intervalle de 60 secondes dont on va parler après. Okay, donc c'est un template. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez aussi dire, je sais que le Black Friday, là, vendredi, on est jeudi, je sais que je vais avoir besoin de plus de shards. Bah, pendant la journée, je peux simplement faire un update du template où je vais dire, bah, maintenant, je vais mettre 10 shards ici pour gérer mon volume. Et puis, à la fin du Black Friday, le lundi, par exemple, bah, je vais refaire un update de mon template de façon à que les prochains index soient redevenus à une taille plus raisonnable, par exemple. Donc on a ce format-là. Alors le petit souci qu'on a aussi avec ça quand même, c'est que votre application qui est ici doit être au courant quelle est la date du jour pour aller écrire dans vers le bon index. Votre utilisateur qui lui fait des recherches, il doit être au courant de quelle est la date du jour pour être capable de dire ah bah je dois chercher en fait dans le log qui s'appelle 2017-10-08 et 2017-10-07 parce que je veux les 2 derniers jours. Ce qui n'est peut-être pas super pratique. Donc pour ça, on a une autre fonctionnalité qui s'appelle les alias. Et les alias, c'est des sortes d'index virtuels qui pointent vers des index concrets. Donc vous pouvez créer un alias qui s'appelle logsWrite, qui va rerouter vers cet index-là du 6 octobre. Et puis vous avez votre index logsRead qui va aussi pointer vers cet index-là. Donc vous, au niveau de l'application cliente, Logstash ou autre, vous pouvez dire bah moi j'écris en fait dans logsWrite quoi qu'il arrive, et puis mes utilisateurs, ils vont consommer à chaque fois dans logsRead. Et quand il y a une journée supplémentaire qui arrive, bah, ce que je fais, c'est que j'ai que à switcher l'alias logsWrite vers là, donc j'ai pas besoin de changer mon application, elle n'a pas besoin d'être modifiée. Et puis logsRead, bah, lui, il va pointer sur les 2 index. Donc quand je vais lire, je sais que je vais lire automatiquement sur les bons index. Et quand j'ai un 3e jour, c'est pareil qui arrive. Ok ? Alors cette gestion-là du write, on peut maintenant l'automatiser. On a une API qui s'appelle le Rollover API qui permet de faire automatiquement cette rotation de l'alias et donc d'aller pointer vers un nouvel index avec cette API de Rollover. Donc en gros, vous dites, je sais que je veux que mon index qui a 2 shards par exemple, je sais que je peux mettre 45 millions de documents par shard, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc je sais qu'après 90 millions de documents pour cet index, je vais atteindre les limites de mon système. Ben, on configure le Rollover API pour lui dire ben, au-delà de 90 millions de documents, automatiquement tu switches l'alias et tu vas créer un nouvel index concret et pour faire l'écriture. Okay. Il y a un projet qui s'appelle Curator, qui est open source, qui permet aussi de gérer ça. Donc vous mettez ça dans votre cron tab et puis hop, voilà, ça va automatiquement faire cette rotation. Alors un autre topic que je voudrais aborder, c'est ce qu'on appelle l'oversharding. Ne pas garder les valeurs par défaut. Alors, il y a beaucoup de discussions en interne pour changer ces valeurs par défaut parce qu'elles ne sont pas toujours excellentes. On va reprendre un exemple. On va dire j'ai 3 différents types de logs. Donc des logs de cluster. Là, j'ai access log, application log et MySQL log, par exemple. Je crée un index par jour. C'est ce qu'on a vu, Logstash fait un index par jour, hein, pourquoi pas. Chaque index fait 1 giga. Okay. Par défaut, Elasticsearch, il crée 5 shards par index. Okay. Donc ça veut dire qu'on a 200 mégaoctets par shard au lieu des 45 gigas dont on sait qu'on est capable de tenir. Okay. Donc ça fait quand même un faible usage par rapport à ce qu'on peut faire. On va dire on a 6 mois de rétention. Bah, du coup, ça vous fait 900 shards pour gérer 180 gigas. Et on a vu qu'avec notre sizing tout à l'heure, que chaque shard peut tenir 45 gigas. Donc en fait, avec 4 shards, on tenait complètement la charge. On n'a pas besoin de tout ça. Puis généralement, vous allez commencer à criser, parce qu'à un moment, vous allez atteindre une limite qui est le nombre maximum, ce qu'on a dit tout à l'heure, de shards que peut tenir un seul nœud. Donc vous allez arriver avec des trucs comme ça dans le forum, too many open files, ça arrive souvent. Je passe le truc. Là, juste pour vous dire, le gars, ce qu'il avait, et il avait laissé tout par défaut, hein, donc il disait qu'en gros, il avait 5500 shards par nœud.
ce qui est beaucoup trop gros. Imaginez que vous faites tourner 5500 instances MySQL sur une machine physique. Enfin, c'est un non-sens. Donc il faut limiter quand même ce truc-là. Donc ne conservez pas les valeurs par défaut, c'est pas une bonne idée. On a une API qui s'appelle la Shrink API, qui est assez récente, qui permet maintenant de prendre un index qui a été écrit et de le resizer en disant bah, j'avais 10 shards par exemple, j'ai fini mes écritures dessus, je sais que c'était l'index d'hier, je vais faire que de la lecture, j'ai moins en lecture, je vais avoir enfin moins besoin de le solliciter, j'ai pas besoin de distribuer l'écriture maintenant puisque je fais plus que de la lecture. Bah, du coup, en utilisant le Shrink API, je vais dire bah, je vais passer peut-être de 10 shards à 2 shards ou à un seul shard, ça dépend, avec cette API-là. Il y a un peu de tuyauterie à faire, enfin un peu de trucs manuels à faire, mais c'est complètement faisable. Enfin, manuel, c'est par des API, hein, c'est pas non plus méchant. Alors, on va reprendre le cas du Black Friday. On va dire votre utilisateur, enfin votre site, il sert normalement 1 million d'utilisateurs. Il est capable de gérer 1 million d'utilisateurs, pourquoi pas. Mais tout d'un coup, vous avez 2 millions d'utilisateurs ou 3 millions d'utilisateurs. Comment vous allez faire? Ben, en fait, en utilisant la réplication, on a vu tout à l'heure, en augmentant le facteur de réplication, qui était par défaut de 1, ben, vous allez pouvoir servir encore plus d'utilisateurs. Parce que quand on a dit tout à l'heure, ici par exemple, j'avais aucune réplication. Peut-être j'en avais aucune, j'en sais rien. Si j'augmente, si je mets une réplication de chaque donnée, ça veut dire que cet ensemble de machines, quelque part, va pouvoir servir aussi les requêtes, puisque tous les documents sont à la fois dans le shard principal et dans les réplicas. Si j'augmente encore le facteur de réplication et que je rajoute des machines, bah, c'est pareil, je vais pouvoir, comme j'ai une nouvelle copie des documents disponibles dans l'index, quand mes utilisateurs vont chercher, ils vont à la fois pouvoir chercher là-dessus, 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 enfin ça va être distribué, et donc je vais être capable d'avoir une meilleure capacité pour absorber le trafic de mes utilisateurs. Donc quand j'ai mon Black Friday qui arrive, ce que je peux faire, c'est augmenter le nombre de réplicas, augmenter le nombre de machines, augmenter le nombre de réplicas à chaud, tac, ça se répercute, donc ça vous consomme plus d'espace disque, etc., mais c'est normal hein, à ce moment-là. Puis une fois que le Black Friday est fini, je diminue le nombre de réplicas, et je détruis les machines dont j'ai plus besoin. Et je repasse à l'état initial. Donc hop, on peut comme ça gérer le trafic, la montée sans problème. Donc les shards, c'est l'unité de travail, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Plus j'ai de data, plus je vais avoir besoin de shards. Et plus j'ai de shards, plus ça va m'améliorer ma vitesse d'indexation, ma capacité d'indexation. Je vais indexer en parallèle, donc je vais pouvoir gérer beaucoup plus d'écriture parallèle. La réplication, ça sert pour la haute dispo, mais aussi pour la lecture. Donc plus je vais avoir de lecture, plus je vais augmenter le nombre de réplicas. Hein, donc l'unité de valeur, c'est vraiment, ce que vous devez comprendre en sortant de cette session, c'est que dans Elasticsearch, c'est vraiment les shards, l'unité de travail. Alors quand on indexe des documents dans Elasticsearch, on ne les indexe pas un par un. On les envoie via une API qui s'appelle Bulk, qui est une sorte de batch, qui envoie tout un tas de documents en une seule requête. Ça se passe comme ça, vous avez bits, logstash, votre application quelque part. Vous avez généré 1000 événements de log. Ben, soit vous faites 1000 opérations d'indexation avec un seul document à chaque fois, soit vous faites une opération avec l'API Bulk qui contient 1000 documents. Celle-là est beaucoup, beaucoup plus efficace que ça. Pour plein de raisons, notamment tout ce qui est header HTTP, il n'y en a qu'un seul en bas, alors que là, il y en a 1000, etc. Alors, par contre, la question qui va se poser, c'est, OK, ici, j'ai mis 1000. Pourquoi 1000? Pourquoi pas 100? Pourquoi pas 200? Pourquoi pas 10 000? C'est quoi la taille? Bah, ça dépend. C'est pareil, ça dépend. Ça dépend de votre application, ça dépend de la taille de vos documents, du nombre de nœuds que vous avez, de la taille des nœuds, du nombre de shards que vous avez, la distribution des shards, etc. Et le seul moyen de répondre à cette question, c'est de tester, encore une fois. Vous dites, je prends par exemple 100 000 événements, j'essaye de les indexer par paquet de 250, donc il me faut 4000 paquets de 250 et ça me prend 160 secondes par exemple. 2000 paquets à 500 événements, c'est 164, et puis 1000 paquets à
1000 documents, ça fait 155 secondes. Donc vous testez, vous mesurez, puis vous trouvez la valeur idéale pour vous, qui est vraiment en fonction de votre cas d'utilisation. C'est pas... Nous, on ne peut pas vous aider là-dessus. Il faut tester. Alors vous verrez, ça va peut-être être difficile à lire, mais dans les slides, il y a ce petit exemple, c'est un de mes collègues qui a fait ce talk-là, qui explique avec Logstash comment il a fait pour faire ce calcul dont je viens de parler. Donc ce qui fait qu'il utilise Logstash, donc je l'ai dit, c'est un ETL. La partie input, c'est la partie extract, filter, c'est la partie transform, et output, c'est la partie load de l'ETL. Donc input, on lit depuis standard in, on ne fait aucune transformation, et on envoie vers Elasticsearch. Et là, il y a un paramètre dans Logstash qui est le flush size. Et ça, c'est la taille du bulk, typiquement. Donc on écrit un petit script en Linux, en Unix, ouais, on détruit l'index du jour, et puis on va faire un cat de notre fichier de log qu'on va envoyer ensuite vers Logstash, donc vers standard in. Donc il va ensuite envoyer vers Elasticsearch. Et puis on va tester différentes tailles, 100, 500, 1000, 10 000, etc. On fait 20 fois, on fait une moyenne, on calcule, et puis hop, on obtient notre valeur idéale. Dans Bit, c'est pareil, il y a le set bulk_my_size qui existe pour gérer la taille du bulk. Donc quand on teste, lui il a testé sur des instances Amazon, c'était des M3 larges, 2 CPU, etc. Vous avez la description là. Évidemment, l'outil qui indexe est sur un autre serveur pour ne pas perturber Elasticsearch non plus. Donc là-dessus, il mettait Logstash et Kibana. Et puis il testait, il mesurait, il se disait, a priori, entre 3000 et 5000 documents, ça doit être à peu près la bonne taille de bulk. C'est la meilleure temps de réponse qu'il a. Après, il faut distribuer la charge. Ouais. C'est un métier. En fait, quand vous envoyez une requête vers Elasticsearch, vous l'envoyez vers un nœud. Vous faites un appel HTTP vers un nœud. Okay. Ce nœud-là, c'est ce qu'on appelle le nœud coordinateur. C'est lui qui prend la requête et qui ensuite va éventuellement la distribuer sur le cluster. Si vous envoyez toujours votre requête d'indexation vers le même nœud, ben, la conséquence, c'est que vous allez surcharger ce nœud. Ce nœud va faire plus d'opérations, parce qu'il va devoir gérer toutes vos requêtes en input. Le nœud 2 va faire de l'indexation, hein, classiquement, mais c'est lui, en tout cas, qui se prend toutes les requêtes. Donc pour éviter les goulets d'étranglement, vous avez peut-être intérêt à faire du round robin et dire, ben, en fait, plutôt que d'envoyer ma requête tout le temps vers le même nœud, je vais en fait sans arrêt équilibrer la charge. Alors les clients, d'une manière générale, font ça très bien. Les clients officiels qu'on a, hein, quel que soit le langage. Donc vous spécifiez une liste de nœuds, et puis le client optionnellement peut aller sniffer le reste du cluster pour voir si par hasard il n'y aurait pas d'autres nœuds que la liste des nœuds qu'on a ajoutés. Et puis du coup il va équilibrer cette charge, il va tenir compte des nœuds qui ne sont plus disponibles, etc. Donc le client, c'est sa responsabilité. Sur Logstash, on l'a vu tout à l'heure ici, dans les hosts, c'est un tableau en fait qu'on peut passer. Donc là on peut passer la liste des nœuds vers lesquels on doit distribuer la charge. Bits, c'est pareil, il a aussi un tableau. Kibana, pour l'instant, ne peut se connecter qu'à un seul nœud, mais c'est en train de changer dans les prochaines versions, ça va changer. Oui, ah ben oui, si je l'ai mis ici. Pour Logstash, voilà, vous mettez ça comme ça. Ce que vous pouvez utiliser aussi, c'est un load balancer en frontal d'Elasticsearch. Et le load balancer, c'est lui qui va distribuer la charge et les requêtes sur les nœuds. Dans Elasticsearch, vous avez la possibilité de configurer les nœuds pour faire un petit peu ce que vous avez envie qu'ils fassent. Et vous pouvez dire, je vais te démarrer un nouveau nœud qui appartient au cluster, mais je vais lui mettre des settings qui est data false, master false. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il ne va pas gérer du tout de données. Par contre, il connaît la topologie du reste du cluster. Donc vous pouvez démarrer un nœud comme ça, ou 2 ou 3 nœuds, et c'est lui qui va faire le load balancing en fait. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre un vrai load balancer en frontal, vous pouvez mettre un nœud Elasticsearch qui est un nœud coordinateur pur, un nœud client en fait, on va dire, qui lui va balancer le trafic où il faut. L'avantage de ce nœud par rapport au load balancer qu'on a vu tout à l'heure, c'est que lui, il ne connaît pas du tout la topologie du cluster, et lui, il la connaît. Ça veut dire que quand il va envoyer la requête, là, il se prend une requête pour dire je dois indexer vers le shard 0, par exemple, de l'index X, ben lui, il sait où il est localisé, ce shard. Donc il ne va pas l'envoyer là pour ensuite être redirigé là, non, il va l'envoyer directement au bon endroit. Alors que le load balancer, ici, il va peut-être l'envoyer là, mais lui, il va dire ah ben non, moi je ne l'ai pas, ce shard 0, donc il faut que je taille ici. Donc ça, c'est un peu plus intéressant, je pense, à faire.
Alors c'est pareil, pour savoir c'est quoi la bonne stratégie, qu'est-ce que je dois faire, etc. Ben, on teste. Donc là, on a testé avec sans round robin et avec round robin. Donc avec, ici, notre logstash, il écrivait soit vers un seul nœud ou soit vers deux nœuds. Et puis on teste, et puis on se rend compte que sans round robin et avec, on est un petit peu meilleur, on a un petit gain. Alors là, il n'y a pas beaucoup de documents, hein, c'est pas très très significatif, mais ça permet de voir qu'on a quand même un petit gain en faisant ça. Alors, les I/O, j'en ai parlé, c'est super important pour Elasticsearch. Donc d'abord, quand on a de l'indexation massive, on n'utilise pas des disques tournants, on utilise des disques SSD. C'est fini les disques tournants. Enfin, on peut les utiliser dans le cadre d'une lecture seule, mais pas pour de l'écriture massive. Ou alors, c'est parce que vous êtes limité par le budget, mais du coup, on revient au slide de tout à l'heure, vous savez que vous allez devoir vous résigner sur un autre paramètre. Je dois vous parler, pour aborder le sujet des I/O disques, de ce qui se passe à l'intérieur d'Apache Lucene quand on indexe un document. En fait. Donc ça c'est le temps qui se déroule dans ce sens-là. Quand vous indexez un document, ce document est mis dans un buffer. Vous indexez un deuxième document, le document est mis dans le buffer, etc. Troisième document. À un instant, on va déclencher ce qu'on appelle un refresh de Lucene, un refresh d'Elasticsearch, qui s'appelle un Lucene flush en fait. Et ces trois documents qu'on avait, ils vont vraiment être indexés et former ce qu'on appelle un segment. C'est ce petit carré bleu ici. À partir du moment où on a ce segment, la donnée devient cherchable. Tant qu'on est dans cet état-là, la donnée n'est pas cherchable. On n'a pas créé les structures de données qui permettent vraiment de chercher. Donc il y a plein d'optimisations quand on crée ces segments-là, il y a plein de fichiers qui vont avec. Qu'importe, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais sachez que voilà, donc par défaut, toutes les secondes dans Elasticsearch, il y a cette opération de refresh en tâche de fond qui génère ces segments. Le problème, c'est que quand vous cherchez dans un index, puis dans un shard, on va dire pour simplifier, il va falloir aller chercher dans tous ces segments qu'on a générés. Et puis au bout d'un moment, ça fait beaucoup trop de segments, donc on va avoir l'opération dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle les merges de segments, qui va consommer beaucoup d'IO disques. J'en ai parlé. Et donc, plus vous avez de petits segments, finalement, moins bon c'est. Donc vous avez intérêt à peut-être modifier cette valeur de refresh. Donc je l'ai abordé tout à l'heure, il y avait un paramètre refresh que je vais aborder avec vous. C'est typiquement ça. Plutôt que de dire sur mon index, tu vas me faire un refresh d'une seconde par défaut, là tu vas faire un refresh toutes les 60 secondes. Donc je vais générer un segment que toutes les 60 secondes et non plus toutes les secondes. Donc je vais en générer beaucoup moins. Ça va améliorer énormément votre vitesse d'indexation. Par contre, la contrepartie, c'est que vous ne pourrez pas chercher les documents avant 60 secondes, au pire. Donc il faut tester, pareil, on teste. On essaye avec 1 seconde par défaut et 60 secondes, on va dire, optimisées. Là, on voit que pour mes 1000 documents par bulk, j'arrive à 152 secondes pour indexer l'ensemble, sinon c'est 159. Donc j'ai une petite piste d'amélioration encore une fois. Alors les segments dont j'ai parlé sont stockés en mémoire. C'est un problème, parce que si mon nœud s'éteint, je perds la donnée. Donc ce qu'on fait dans Elasticsearch, c'est quand on reçoit le document, certes on le stocke dans le buffer, mais en même temps l'opération d'indexation, on la stocke dans un transaction log, qui lui est écrit sur disque, systématiquement. Okay. À un moment, on a notre gestion des segments, là. Nos segments sont générés, qui sont en mémoire. Okay, ils sont toujours en mémoire. Notre transaction log est toujours avec nos documents. Et à un moment, on va déclencher une opération dans Elasticsearch qui s'appelle Elasticsearch Flush, cette fois qui n'est pas refresh. Et Flush va flusher le transaction log. Il va dire à Lucene de faire un commit des segments, et un commit des segments, ça va physiquement les écrire sur disque. Donc à partir de ce moment-là, comme la donnée est écrite sur disque, on est garanti que si jamais le serveur s'éteint, on aura quand même accès à la donnée en redémarrant. Du coup, on peut effacer le transaction log. Okay, ça se passe sans arrêt. Vous n'avez pas à le déclencher vous-même, ces opérations. Hein. Tout ça, c'est complètement transparent pour vous, mais c'est ce qu'on fait. Dans les versions précédentes d'Elasticsearch, dans les versions 1.7, on faisait, sur le transaction log, on écrivait, là, je vous dis, on l'écrit sur disque, on faisait un fsync sur disque pour être sûr que la donnée est vraiment écrite et persistée sur le disque. On le faisait que toutes les 5 secondes. Okay. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que... Alors, ce qui se passait, c'est que quand on reçoit une opération d'indexation, on l'indexe ici, mais on l'indexe aussi dans le réplica, vous vous rappelez.
Si jamais vous perdiez les deux nœuds, pour une raison X ou Y, si le fsync n'était pas passé, vous n'aviez aucune garantie que la donnée était vraiment écrite dans le transaction log, et du coup, vous perdiez votre donnée. Donc, depuis la version 5, on a introduit quelque chose qui est le fsync sur chaque requête. Donc ça coûte plus cher, évidemment, de faire un fsync sur chaque requête, parce qu'à chaque fois, il faut vraiment aller vérifier que sur 10, c'est bien écrit, donc c'est beaucoup plus coûteux. D'où l'intérêt de faire du bulk, parce qu'une opération de bulk, c'est une requête. Un bulk de 10 000, c'est une requête que je fsync. 10 000 opérations d'indexation unitaire, c'est 10 000 opérations que je dois fsyncer une par une, donc qui me coûtent beaucoup plus cher. Donc d'où l'intérêt de faire du bulk. Il y a aussi des petites optimisations, c'est que comme on va faire sans doute, quand on a beaucoup de clients qui écrivent, ils vont écrire en parallèle et ils peuvent partager la même opération de fsync s'il y a plusieurs bulks qui sont exécutés sur le système. Si jamais vous voulez revenir à la façon dont ça fonctionnait avant, on a un settings qui s'appelle le Index Translog Durability. Par défaut, maintenant, il est seté sur request. Mais vous pouvez le mettre, non, de façon asynchrone, je veux fsyncer mon transaction log. Et si vous mettez async, du coup, il faut spécifier le sync interval pour dire à quelle fréquence vous voulez vraiment fsyncer les données sur disque. C'est un élément dynamique que vous pouvez augmenter, enfin diminuer quand vous le souhaitez. Mais attention, je l'écris en gras ici, ça veut dire quoi? Vous devez être conscient, si jamais vous faites ça, que vous potentiellement vous vous exposez à de la perte de données si vous avez un problème majeur sur tous vos nœuds. Okay. Donc là, on l'a fait. On a testé avec la fsync au niveau request ou avec un côté asynchrone avec 5 secondes de délai. Bon, on voit qu'on a aussi une augmentation. Donc de 152, on passe à 143 143 secondes pour écrire nos documents. Alors, on a vu la stack. Vous avez vu que l'architecture est super flexible. Vous collectez les données où vous voulez, vous pouvez transformer comme vous voulez, vous les visualiser, etc. J'ai insisté sur la notion de shard. C'est vraiment l'unité sur laquelle il faut travailler pour votre use case. Donc, plus vous avez à avoir de data, plus vous devrez augmenter le nombre de shards, primary shard, en faisant attention à ne pas trop en faire. Regardez bien ça. Si vous avez besoin de haute dispo, utilisez les réplicas. Donc, par défaut, il y a une réplication qui est faite. Et si vous avez besoin de plus de lecture, encore une fois, augmentez le nombre de réplicas. Donc, ce qu'on met dans cette graphique-là, c'est plus vous avez d'écriture, en gros, plus vous allez scaler dans ce sens-là. Et plus vous avez d'utilisateurs, plus vous allez utiliser la réplication. Donc, avec nos tests, on fait du bulk, on teste, on distribue la charge, on regarde le refresh interval s'il y a besoin. Le transaction log de façon asynchrone, attention, en faisant très attention à ce que vous faites. Et puis à la fin, vous regardez, vous comparez ce que vous aviez avant. Je n'ai même pas mis avec un seul document, parce que ça ne valait même pas la peine. Mais voilà, entre les différentes valeurs que vous avez, puis vous dites, bon allez, entre ces deux-là, c'est sans doute un de ces deux-là que je vais prendre. Pour mon cas d'utilisation, c'est la valeur qui me convient. Merci. Les slides sont là et je peux passer aux questions. Okay. J'ai le micro pour les apporter. Alors peut-être qu'on va voir s'ils ont posé des questions sur le site aussi. On va voir. Tu n'étais pas là au début? Non, malheureusement. Alors, est-ce qu'il y a là? Oui, oula, il y a plein de questions. Alors attends, je vais partager mon écran. Ouais, super bien ce truc-là. Je vais partager l'écran, comme ça vous allez voir que je triche pas sur les questions quand même. Ah. Oui, c'est ce que je vais faire. Tac. Disposition. Recopie. Ok. Puis on va zoomer un peu. Ah, j'ai perdu ma fenêtre, elle est de l'autre côté. Ailleurs. Quelle est la meilleure méthode pour avoir de la haute disponibilité sur un Logstash? Ah, c'est une bonne question ça. Alors Logstash aujourd'hui, il n'est pas en mode cluster effectivement. C'est en train d'arriver, mais ce n'est pas encore exactement le cas. Alors, dans la version 6, on a une notion de pipeline. La notion de pipeline, elle peut être distribuée sur plusieurs Logstash. Un pipeline qui est en fait enregistré dans Elasticsearch peut être distribué sur plusieurs Logstash.
Aujourd'hui, ce que nos clients font, c'est qu'ils mettent un Kafka généralement en frontal. Et c'est le Kafka qui est chargé de faire la haute dispo. Et on a plusieurs instances Logstash qui vont consommer régulièrement ce Kafka. Donc ça se passe comme ça. Comment collecter des logs Docker dans ES via le forwarding de log Docker, sachant que des logs peuvent être multilignes? Il y a 2 questions dans la question. Alors sur les logs Docker, je sais qu'il y a une solution. Je ne la connais pas, pardon. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Et sur les logs multilignes, il y a dans Logstash un filtre qui s'appelle multiline et qui permet d'agréger des lignes ensemble. En gros, ça reconnaît que vous avez un pattern de date en entrée de chaque ligne principale, et quand ce n'est pas un pattern de date, ça va tout agréger ensemble dans le même champ texte. Quand est-ce qu'on mange? Je ne sais pas, c'est dans 15 minutes, 10 minutes. Votre machine learning est intégré dans XPack. Possède-t-elle une API? Oui. En haute dispo? Oui. Et rapide? Oui. Rapide, ça dépend de ce qu'on appelle rapide. Ça peut prendre un peu de temps pour commencer à calculer l'historique. Parce que si l'idée, c'est de lui donner un historique le plus long possible, de façon à ce que le calcul soit le plus précis possible. Donc ça dépend du volume, ça il faut le tester, mais oui. Et c'est en haute dispo, oui, tout est là-dedans. Il me reste du temps? Oui, je crois. 3 minutes. Y a-t-il des fonctionnalités natives permettant d'effectuer le scellement des traces sans dénaturer les performances et les fonctions de recherche? Donc c'est-à-dire vérifier qu'on ne peut pas modifier un log, hein, c'est ça? J'ai bien compris? La donnée a été enregistrée et on s'assure qu'elle est jamais modifiée. Il y a des discussions en interne, je ne pense pas que ça existe aujourd'hui. La seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, mais ça ne va pas répondre parce qu'on sera capable de le modifier après, c'est de hacher le document en fait, et pour dire voici quelles étaient les valeurs qu'il y avait avant, mais de toute façon, comme on sera capable de réécrire ce truc-là. Ce qui est possible, par contre, c'est de sécuriser aujourd'hui le cluster de façon à s'assurer qu'il y ait un minimum de personnes qui aient accès à la donnée en modification. Avec XPack, vous pouvez faire ça. Mais le scellement, aujourd'hui, ça n'existe pas. Mais c'est dans les tuyaux. Peut-on mettre une regep sur un nom de template pour faire correspondre, par exemple, au mois de décembre pour anticiper la surcharge des achats de Noël? Alors, je ne sais plus si c'est un wildcard ou une regex qu'on a. Je suis collé. Je ne sais pas. Il faudra avoir la doc. Peut-on mettre un poids au nœud pour personnaliser le round robin? Non, on ne peut pas aujourd'hui. Il y a par contre, dans Elasticsearch, donc si on considère le round robin au niveau d'un nœud coordinateur Elasticsearch, on a un de nos collègues là qui travaille sur la récupération des statistiques et des métriques par nœud, de façon à savoir sur quel nœud il vaut mieux envoyer la requête plutôt qu'un autre. Donc vous ne pouvez pas le faire manuellement, mais ça va venir dans la version 6.1 ou 6.2, 6.2 plutôt, pour avoir ça automatiquement. Logstash vérifie-t-il la disponibilité du nœud avant de lui envoyer des requêtes? Non, il ne vérifie pas avant. Par contre, il tient compte du résultat. Et du coup, s'il n'a pas réussi à envoyer la donnée, aujourd'hui, il a une fonction de dead letter queue, c'est ça, dead letter queue, qui permet de stocker à côté les données qu'il n'a pas réussi à transmettre. Il a un système de réessai aussi. Donc non, il ne vérifie pas avant, mais il envoie. En cas d'attaque DDoS, est-ce qu'il crée des réplicas à l'infini? Non, alors la création des réplicas, c'est uniquement une opération manuelle et d'administration. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui envoie une requête pour dire « je veux rajouter des réplicas ». C'est jamais automatique. Hein. C'est jamais Elasticsearch qui dit « ah tiens, j'ai besoin de m'étendre. » Non, c'est à vous de décider que vous devez augmenter le nombre de réplicas. Super, ça a bien marché aujourd'hui les questions. Merci pour vos questions et puis bon appétit du coup. Et j'ai les stickers là. Merci David.